Bienvenue sur DMG TV, les histoires mystiques. Tu es nouveau sur la page, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un commentaire, de liker et de partager. Tu veux raconter une histoire? Il y a un numéro à l'écran, c'est le plus 237 655 81 90 17. Envoie ton histoire et on va jouer sur Facebook, YouTube et TikTok. On poste tous les jours à 12h00 sur la chaîne principale DMG TV. Sur YouTube, on poste à 12h00. Sur la deuxième chaîne qui est celle des histoires mystiques exclusives, on poste tous les 15h une histoire exclusive. Et sur la troisième chaîne qui est celle du backup, juste pour pouvoir avoir une sécurité de nos vidéos, que si jamais on perd la première chaîne, deuxième chaîne, on sera au moins là pour récupérer. On a DMG TV backup qu'on poste tous les 13h30 les anciennes histoires. Et donc, abonnez-vous sur toutes les chaînes. DMG TV YouTube. On a DMG TV pour les directs, c'est sur TikTok à 20h00 les mercredis et vendredis. Voilà. Et on a aussi une chaîne Facebook qui est DMG TV. Suivez-nous aussi là-bas. Et donc, aujourd'hui, on va écouter plusieurs histoires. Je vous invite à liker, commenter, partager. Ce qu'on fait, c'est pour sensibiliser. Surtout, laissez un like pour donner la force au mouvement. Voilà. On va écouter la première histoire. Salut DMG, c'est Sagesse de Paul, le guerrier de Dieu. Je tiens à vous raconter l'histoire mystique que j'ai intitulée Échec satanique. Cette histoire se déroule à l'est du Cameroun. C'est l'histoire de mon arrière-grand-père que j'ai connu avant son décès, qui était un ancien combattant, tirailleur camerounais de l'aube de l'indépendance. Avant de passer à l'histoire, j'aimerais attirer l'attention de la famille DMG ici, de ne pas trop faire attention à certains commentaires que certaines personnes adressent ici. Parce que notamment, comme DMG l'a dit, on a des fous ici, on a des sataniques, des occultismes. Bref, ces gens même qu'on combat là, ce sont eux qu'on a ici et qui ne peuvent que se livrer à des messages, à nous envoyer des messages de nature, peut-être à nous décourager et ne pas dévoiler leur secret, quoi. Donc, sachez que nous sommes ici avec eux et appelons toujours le chien par son nom. C'est-à-dire quoi? Laissons de dire ninja, quoi, comme j'entends souvent dire ici, là. Si celui-là est satanique, dites qu'il est satanique. Si celui-là est occultisme, dites qu'il est occultiste. Si celui-là est quoi que ce soit qui concerne le mystique, il faut le dévoiler ici. Donc, appelons le chien par son nom. Ne caressons pas notre ennemi dans le sens du poil. De telle sorte que quand peut-être un enfant suit cette émission de DMG, qu'il soit vraiment édifié, qu'il sache vraiment précisément de quoi il est question. Voilà, c'était une parenthèse. Je disais donc, pour revenir à mon histoire bien sûr, que mon grand-père était un ancien tirailleur de l'aube de l'indépendance au Cameroun. Et il était donc quoi dans l'armée? À son époque, il était un anti-maquisard, ce qui est de même donc équivalent de antiterroriste, un truc comme ça. Donc il était question qu'ils entrent dans la forêt, aller combattre ces maquisards qui étaient des terroristes, des séparatistes et consorts, tout ce qui va avec des assaillants qui veulent diviser un pays. Et il fallait vraiment mettre la main dans le spirituel. Parce que ces gens-là n'étaient pas simples. De telle sorte que quand ils arrêtaient souvent les gens, d'après ce qu'ils racontaient, ils arrêtaient ces malfaiteurs-là. Ils avaient des gris sur eux, des talismans et consorts. Donc, pour aller combattre ce genre de personnes, eux-mêmes, ils étaient de fois appelés, obligés de se blinder, de faire des rituels afin d'entrer pour être comme peut-être invisibles, attendre des embuscades aux maquisards, soit d'être dessus lorsqu'on les tend en retour ces mêmes embuscades. Et ils justifiaient qu'ils avaient vaincu comment? Qu'ils avaient vaincu les maquisards comment? Donc ils ramenaient les parties, certains organes ou certaines parties des gens qui décapitaient après les avoir mis à mort là-bas. Donc, soit peut-être par exemple, ça c'est un peu affreux, soit parce que vraiment cette armée-là, cette armée camerounaise de l'époque-là, à l'aube de l'indépendance, vraiment cette armée était vraiment une armée sanguinaire. Ce n'est pas comme maintenant là, le droit de l'homme est venu tout arranger et tout. Ceci, c'est là, les ennemis vous tuent là-bas, mais on essaie de raisonner l'armée qu'il faut, non, ce sont vos frères, machin, patati patata. L'armée de l'époque était vraiment sanguinaire. Donc, de telle sorte que, comme je disais tantôt, ils ramenaient peut-être
la tête, parce que c'est les parties importantes qu'il ramenait, il décapitait, il découpait dans la tête et il amenait de fois les parties intimes des malfaiteurs, des assaillants qu'il mettait à mort dans la brousse. Il a donc fait ainsi, il a vécu toute sa vie de soldat comme ça et est donc arrivé l'âge de la retraite en question. Il est donc retourné au village à l'est de Cameroun. C'est ainsi que nous sommes nés, on l'a trouvé et il avait toujours tendance à nous faire asseoir et nous raconter ces histoires qu'il a vécues pendant qu'il était encore un soldat à l'époque dans le Cameroun. Et malheur pour lui, et je tiens à rappeler que quand ils amenaient ces parties comme ça pour prouver qu'ils avaient vraiment vaincu les maquisards, on les remettait soit une pièce d'argent, soit quelques pièces. Donc ce n'était pas, comme l'argent avait de la valeur à l'époque, vraiment, c'était pas trop, donc il n'était pas trop d'emblée dans la, il le faisait vraiment pour l'amour du pays. Tout ce qu'il faisait, c'était pour l'amour du pays. C'était pas trop l'argent, parce que l'argent a vraiment une valeur, même que tu pouvais entrer comme ça dans un marché avec 100 francs, tu fais tout un marché. Donc tu peux faire tout un marché, les achats que toi-même tu ne peux pas t'imaginer faire, parce que presque tout ce qui était dans le marché à l'époque était presque gratuit. Franchement, on va dire presque gratuit. Il y avait toute forme de choses à tous les prix. À tous les prix, 1 franc, ça allait de 1 franc à consort. Au plus de la chose la plus chère était même 10 francs, il croit bien à l'époque, d'après ce qu'il nous racontait. Donc il a donc fait, je ne sais pas, il n'a pas eu la chance de se marier, mais néanmoins, il a eu à épouser traditionnellement. Quand je dis marié, c'est légitimement marié, quoi. Mais il a eu à épouser traditionnellement une femme qui s'avérait être une grande sorcière. Parce que ma grand-mère, comme c'est mon grand-père côté maternel, mon arrière-grand-père côté maternel, pardon, il a donc eu ma grand-mère avec la femme d'une autre communauté, d'une autre tribu. Et lui, il s'est donc marié traditionnellement avec une autre femme en question, quoi. Et cette femme-là était une grande sorcière, pour ne pas dire ninja, comme les gens disent ça. Appelons le chien par son nom, ne caressons pas notre ennemi dans le sens du poil, je le répète encore. Elle était donc une grande sorcière. Et son but était quoi? C'était de venir éliminer son mari dans sa confrérie. Je ne sais pas pourquoi, c'était pour avoir les pouvoirs. Et elle était avec quelques de ses filles et de ses fils, parce qu'elle avait beaucoup d'enfants, ils avaient beaucoup d'enfants, quelques de ses filles et de ses fils dans cette sorcellerie-là. Voilà donc on voulait l'éliminer comment, et à chaque tentative, comme il voulait toujours l'éliminer, il ne voulait pas que nous, les ressortissants, les ressortissants de la ville, ne viennent là. Donc il voulait toujours que l'arrière-grand-père reste seul avec eux au niveau du village, à l'est là-bas, et qu'on fasse de lui ce qu'on veut, sataniquement parlant. Voilà donc à chaque fois que nous on décidait donc d'aller au village parce que ça ralentissait, et j'avais un petit frère. J'avais un petit frère qui me suit directement, qui avait les yeux mystiques ouverts. Donc il voyait à chaque fois qu'on voulait tenter de mettre le grand-père à mort en faisant peut-être un empoisonnement mystique et autres. Il disait toujours à la maman, et on se rabattait toujours au village, on se rendait au village pour aller, comme soi-disant, voir le grand-père, alors que c'était pour venir contrer ce qu'il faisait, parce que mon petit frère, vraiment, il voyait à l'époque, même comme aujourd'hui on a fermé les 2 yeux spirituels là. Et voilà donc un jour, à chaque fois qu'on voulait partir, il se déclenchait une pluie, une tornade. Il dit voilà ça, ils sont déjà en train de nous empêcher de partir. Et c'est quand on est peut-être à quelques kilomètres du village déjà, puisque nous sommes en ville et on part au village de temps en temps, rendre visite et puis revenir en ville. Il dit que voilà ça, voilà donc comment voilà ce qu'ils sont en train de faire pour nous empêcher d'arriver en question au village. Ils envoient un tonnerre. Un jour alors, pendant qu'on partait au village, la pluie, proprement dit, a toujours commencé à nous empêcher. Mais nous, on ne lâchait pas prise quand on essayait de partir pour quoi que ce soit, pour un peu diminuer les tentatives meurtrières de sa femme sorcière et de ses quelques enfants qui étaient avec sa femme. On était toujours décidé à arriver, quel qu'en soit, qu'il vente, qu'il neige ou qu'il pleuve. Comme ça, donc, je disais tantôt qu'un jour, pendant qu'on marchait,
On était déjà peut-être à 3 km du village. Et dans une piste, il y avait subitement un monsieur tenu debout là, en blanc. On a traversé et on a vu le monsieur en question avec mon petit frère. Et quand on revient pour bien regarder, le monsieur avait disparu. J'ai voulu un peu m'avancer vers la piste qui était du côté droit. Bon, tu vois, je n'ai pas parti. Que c'est souvent comme ça que les gens se perdent. Ça, c'est un esprit de la forêt qu'on envoie pour venir nous empêcher d'arriver. Que tu vas entrer là comme ça dans la piste pour voir si tu n'as pas vu, pour vérifier si vraiment tu n'as pas vu quelqu'un. C'est donc ainsi que tu vas commencer à errer là dans la forêt, tourner. Tu vas te perdre jusqu'à ce que peut-être mort s'en suive. Tu ne seras plus, ou bien tu vas te retrouver directement dans un monde que tu ne connais pas. Mais pourtant tu seras là, tu seras plongé quelque part au milieu de la forêt et aller mourir, ou bien te faire dévorer par une bête sauvage. Donc il m'a donc empêché de trop chercher à vérifier. Qu'on a vu effectivement, il y avait quelqu'un là-bas, que cette personne a disparu, que c'était un esprit de la forêt. C'est donc ainsi que j'ai décidé de faire demi-tour, de ne plus trop m'aventurer sur cette piste et qu'on continue le chemin pour arriver au village, voir notre arrière-grand-père. Voilà, donc on arrive déjà peut-être à 100 mètres, 200 mètres du village en question, du cœur du village où se trouve la maison. À l'entrée, il y a une grande rivière, il y a un pont, avec un pont en bois, un pont fait de bois un peu superposé, et de l'autre côté, la rivière coule donc quoi. Voilà donc la pluie déclenche, la pluie devient plus forte quand on est dans la rivière, vraiment plus forte, jusqu'à ce que quand on arrive au niveau du pont, il y a donc inondation, qu'on ne sait même plus par où mettre les pieds. Mais mon petit frère là, comme je vous disais tantôt, il avait des yeux mystiques. Il marche donc devant moi, je le suis derrière. On traverse dans le pont. Je net là où il met le pied. Dès qu'il enlève, je mets aussi. Quand il finit, je mets jusqu'à ce qu'on réussit à traverser le pont. On se retrouve de l'autre côté, malgré que le pont est inondé. Le pont est submergé d'eau quoi. On arrive dans le village. Quand on arrive au village, notre grand-père, on se salue et il nous fait un peu le briefing de ce qui s'est passé les jours qui ont suivi avant qu'on arrive et ce qui s'est même passé avant notre arrivée là. Il nous fait donc comprendre ce jour-là que ils avaient décidé, donc sa femme et ses enfants avaient décidé d'en découdre avec lui. Mais comme lui aussi, et vous avez dit tantôt au départ que lui c'est quelqu'un qui était préparé mystiquement depuis qu'il est entré dans l'armée, donc il était vraiment prêt, il avait des yeux, il avait le flair, il avait la présence d'esprit de tout savoir quand on veut lui faire du mal ou pas. C'est alors que il nous a fait comprendre que son eau, comme il n'y a pas l'eau n'est pas potable au village, on chauffe souvent son eau, on met dans sa gourde de soldat et il boit. Donc ils ont donc bouilli l'eau quoi, bouilli l'eau et quand il veut, il est maintenant en question qu'il faut déposer l'eau pour que l'eau refroidisse afin qu'on mette dans sa gourde. Il va lui-même, il se rend compte que l'eau est en train de mousser, franchement mousser comme de la bière. Il a seulement souri et il a versé l'eau en question et il a décidé qu'on lui achète plutôt des bouteilles d'eau minérale comme nous sommes arrivés. Il a dit qu'il gardait d'abord et il supportait la soif comme ça. On lui a dû acheter de l'eau minérale, il a bu. C'est donc ainsi qu'il était toujours en train de contrecarrer ou de surpasser les tentatives de sorcellerie que sa femme et certains de ses enfants lui faisaient subir pour le mettre à mort. Hein. Franchement, c'était juste pour les biens parce qu'il avait des champs de café, de cacao même aussi. Parce qu'à l'époque, le café donnait encore, il avait le café, des grands champs de café, du cacao et consorts quoi. Et propriétaire terrienne des terres, beaucoup de terres. Donc sûrement, c'était le but. Ou bien, comme on dit souvent, les sorciers n'ont même pas de but. Les sorciers tuent pour le plaisir ou bien pour la chair humaine dans le monde là-bas et consorts. C'est ceux qui savent vraiment ce qui se plaît à ça, à faire du mal aux gens, à mettre les gens à mort quoi. Voilà donc mon grand-père a vécu sa vie normale. Il a été rassasié de jours parce qu'il est parti, il s'en est allé. Ce n'est pas qu'il est mort, on ne va pas dire qu'il est mort pour moi, je dis qu'il est parti parce qu'il a vécu ses jours. Il n'est pas tombé par la main de ces sataniques, de ces sorcières là quoi, de ces sorciers en question. J'exhorte donc toujours la famille d'MG à prier au sein de notre famille, à invoquer Dieu dans tout ce qu'on fait, partout où on se trouve. Comme d'habitude, c'est ce que je recommande, c'est ce qui est vrai et c'est ce qui est juste et c'est ce qui sauve. Dieu, prière à Dieu. C'était l'histoire que
je tenais à partager avec la grande famille DMG. C'était Sagesse de Paul au guerrier de Dieu depuis la ville écrivée au Cameroun. À vous de liker, de commenter, de partager. Surtout de vous abonner à la chaîne DMG TV parce qu'avec DMG TV, l'esprit de l'être humain reste en éveil pour les deux mondes parallèles, c'est-à-dire le monde visible et invisible. Je vous remercie de m'avoir écouté. À très bientôt pour d'autres histoires mystiques. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on va écouter la deuxième histoire. Salut DMG, c'est Sagesse de Paul le guerrier de Dieu. Je tiens à vous raconter l'histoire mystique que j'ai intitulée Mort méritée d'un groupe de sorciers. C'est la suite de l'histoire de mon arrière-grand-père dont, avant le décès, avait prédit que tous ceux qui ont longuement tenté de le mettre à mort en vain le suivront. Après son décès, bien sûr. Mon arrière-grand-mère, donc, comme je vous avais fait état précédemment, était une grande sorcière avec quelques de ses enfants, notamment filles et garçons. Voilà donc que les sorciers, comme ils n'ont pas de sentiments, ils sont toujours en train de vouloir tester les enfants de Dieu. Il est arrivé que mon oncle, qui était parti passer un temps au village, séjournait là, dans la maison en question, où vivait mon arrière-grand-père. Donc, pour lui, son arrière-grand-père, on peut dire presque son ancêtre. C'est alors que la maman et ses enfants avaient décidé de le mettre à mort. Parce que pour eux, ils avaient vu, c'était comme c'était une chèvre qui était venue là, se placer au milieu des fauves. On lui a donc lancé un mauvais sort afin de le mettre à mort. Il est donc tombé malade, très malade. Il a commencé à faire vraiment une fièvre qu'il chauffait peut-être à presque, il chauffait sa température était surélevée, franchement, très élevée. Comme ça qu'il transpirait, il transpirait. Et eux, étant au village, ils n'envoyaient pas la nouvelle. Comme je disais tantôt, on était en ville, ils n'envoyaient pas la nouvelle à l'époque que là, vous voyez là, votre oncle ou bien telle personne est gravement malade au village. Jusqu'à ce que mon oncle se mette à vomir du sang. C'est quand c'était déjà trop à un niveau que, voilà donc un oncle dont par hasard comme ça, un oncle qui n'a pas cautionné ça, est arrivé chez ma maman, venir dévoiler le secret. Et comme ma maman était donc une initiée, maman est une initiée, elle s'est donc rendue au village en catastrophe. C'est alors où elle est partie, elle a fait ses rituels là-bas, malgré que c'est donc elle est partie en combat dans la maison de mon arrière-grand-père, combattre sa femme, mon arrière-grand-mère sorcière et ses enfants. C'est ainsi que chaque nuit, eux, ils avaient le combat mystique que nous, on ne peut pas savoir vraiment ce qui s'y passait. Mon oncle, à un moment donné, a commencé à vomir du sang. Donc, quand il se retourne peut-être à droite, d'après ce qu'il avait expliqué quand il était revenu, quand il se retourne peut-être à droite, que la maman sorcière, dans la position où la maman sorcière est placée, par exemple à droite, quand il se retourne de ce côté, étant couché sur le lit, il vomit du sang parce que la maman sorcière, c'est comme si elle le frappait au niveau du cœur, au niveau de la poitrine. Elle le frappait au niveau de la poitrine pour le mettre à mort. Elle le frappait vraiment avec un gourdin au niveau de la poitrine. C'est là où il commence à vomir du sang, mystiquement. Hein. Elle le frappe mystiquement parce que lui, non, toi tu ne peux pas voir. Tu le vois là quand il se retourne, il commence à vomir franchement du sang. Alors que c'est la maman sorcière qui est en train de le frapper pour le mettre à mort avant que sa grande soeur, oui, sa grande soeur qui est ma mère, ne réussisse à leur déjouer, à les empêcher d'aller au bout de leur rituel. Voilà donc quand il se retourne aussi, par exemple du côté gauche où se trouve la fille, parce qu'il dit que c'était deux, elles étaient deux, donc la mère et la fille. Puisqu'il les voyait déjà, comme ils étaient sûrs qu'ils allaient, il allait mourir, donc elle permettait qu'il les voit. Donc il les voit à l'œil nu, il les voyait là, spirituellement il les voyait, il ne pouvait plus parler parce que là il vomissait dans le sang, on était sûr qu'on allait le perdre. Donc il ne pouvait plus parler, donc on avait enlevé l'usage de la parole. Quand il se retourne du côté de la fille, elle est un peu sentimentale, que non, c'est quand même ma parenté, c'est quand même mon frère, elle est un peu pitié, elle laisse tomber, donc c'est mon neveu, elle laisse tomber, donc il ne vomit pas quand elle est de ce côté-là. Mais néanmoins, elle le fouette quand même, d'après ce qu'il disait, elle le fouette, mais elle est un peu plus douce par rapport à la maman. Mais quand il se retourne du côté de la maman, que peut-être il veut changer de position, qu'il est peut-être trop sur une position, il a mal de cette position-là. Quand il veut aller du côté de la maman, mais c'est là où la maman recommence à le frapper le gourdin
au niveau de le boudin mystique au niveau de la poitrine et c'était toujours le même scénario. Donc lui, il mourait déjà, il agonisait. Quand maman est donc arrivée, elle a donc combattu mystiquement ces gens-là, comme je disais, et elle a réussi à guérir mon oncle qu'elle a ramené en ville. Il est parti là-bas sur d'autres traitements, que ce soit traditionnel ou bien pharmaceutique, moderne. Il a donc suivi ses traitements. Aujourd'hui, il est en parfaite santé, il est en bonne santé. Bien après, alors, comme les tentatives avaient raté et que ma maman les avait vaincus, la mère sorcière n'a plus mis long. Hein. Elle a eu une maladie bizarre avec une de ses filles et un de ses garçons, le premier garçon qu'elle avait avec mon arrière-grand-père. Ils ont eu des maladies bizarres, même maladies, ils ont commencé à voir des écailles de serpents, comment on appelle le camnogo, des petites blessures qui sortaient sur le corps partout, comme de la varicelle, comme de la gale. C'était un peu bizarre et ça faisait des boutons aussi, c'était vraiment dégueulasse, des boutons qui sortaient, on a des abcès et c'est comme ça qu'ils ont commencé à agoniser. Avant d'agoniser, ils ont confessé tous les crimes, les meurtres qu'ils ont fait et les tentatives même qu'ils avaient fait à mon arrière-grand-père qui n'avait jamais réussi parce que mon arrière-grand-père était vraiment puissant d'après ce qu'ils ont dit. Ils ont dit quoi? C'est un groupe femmes et hommes et que mon arrière-grand-père était vraiment puissant et voilà et que aussi ma maman a vraiment combattu et qu'elle a vécu le combat, qu'ils n'ont jamais vu ça, et ils ont compris qu'ils étaient arrivés au déclin de leur règne, donc ainsi qu'ils ont rendu l'âme un par un. Donc aujourd'hui comme ça la maman tombe, elle décède. Quelques 3 jours après, son premier fils décède aussi, il tombe aussi et il décède. Et ensuite, sa fille, qui était toujours à ses côtés, sa fille de confiance, décède aussi, elle tombe. Donc ils étaient 3 dans cette maison. Parmi les nombreuses personnes qui y vivaient, ils étaient 3 à être des grands sorciers. Sorciers dans le mauvais sens, parce qu'il y a des sorciers aussi dans notre famille qui sont des sorciers protecteurs. Mais eux là, c'était des sorciers sataniques, des sorciers sanguinaires. Eux, ils étaient là pour tuer, pour manger la chair humaine, pour faire des rituels et pour créer le trouble satanique dans la famille, quoi. Donc j'exhorte toujours la famille DMG à toujours prier, parce que dans notre famille, le sorcier est même celui-là. Et je vous dis que cette femme-là et ses enfants-là, ils sont des gens qui étaient accueillants. Donc quand tu arrives au village, ils t'accueillent, ils t'embrassent. Donc tu es content d'être là, tu es sûr que ton séjour là-bas sera agréable, alors que en réalité, quand tu viens, on a donc compris que c'était ce qu'ils se disaient sûrement. Quand tu viens là, tu les embrasses, elles montent les dents avec toi là, les dents d'hypocrisie. Et tu es pour dire que voilà la chèvre qui est venue. Non, il faut d'abord bien tâter la chèvre si elle est charnue. Donc le fait d'embrasser là, c'était pour te tâter, pour voir si tu as bien la chair, afin de venir t'égorger mystiquement ou de te mettre à mort à coups de goudin mystique pour te manger. Comme on mange un poulet ou bien comme on mange une chèvre, voire un porc qu'on a décapité ou bien égorgé. C'était donc l'histoire que je tenais à partager avec la grande famille DMG. C'était Sagesse de Paul Guéry de Dieu depuis la ville de Krebo, Cameroun. À vous de liker et de commenter, de partager, surtout de vous abonner à la chaîne DMG TV. Parce qu'avec DMG TV, l'esprit d'être humain reste à nouveau pour le beau monde par les stades du monde visible et invisible. Je vous remercie de m'avoir écouté. À très bientôt pour d'autres histoires mystiques. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on va écouter la 3e histoire. DMGTV, bonjour à la famille DMGTV, plus de bénédictions sur nous tous, la famille. Partageons, likons et puis commentons et salutations respectueuses aux initiés. DMG, je viens ici raconter l'histoire d'une assistante médicale au Cameroun. Et cette assistante médicale, là, vraiment, elle adorait son boulot. Elle était vraiment faite pour son boulot. Alors, qu'est-ce qui se passe? Un jour, alors, au boulot, il y avait une maman qui venait souvent de temps en temps. Là. Cette maman était suivie dans cette clinique là pour des problèmes cardiaques et des problèmes de tension. Un jour en particulier, la maman là vient et lui demande de causer avec elle en privé. Elle, bien sûr, elle était un peu surprise parce que bon, elle se disait ok, bon, qu'est-ce qui se passe? La maman alors en parlant avec elle lui dit être une Kamsi et qu'en fait elle avait vu certaines choses sur la fille et elle ne savait pas si ça allait la déranger qu'elle en parle. La fille lui donne la permission de parler parce que bon, on sait en pays, au Cameroun, que les Kamsi sont des voyants. Vous voyez, non? Elle dit que non, maman parle, vas-y, je t'écoute. Et c'est alors là que la maman lui dit qu'en fait, non, je vois que dans ta famille, les femmes de ta famille ont des problèmes pour se marier.
Et même celles qui, généralement, vous êtes dans les maisons, bien vous êtes dans les maisons des hommes comme ça, vous ne vous mariez pas, d'autres font les enfants parfois, même les relations ne durent pas longtemps, la personne part, d'autres sont abandonnés avec les enfants. Et, et même celles qui se marient, ça se marie après, divorce après un certain temps. Et la fille était choquée par cette révélation, surtout parce que, bon, elle, c'était vraiment l'histoire de sa vie. En plus de ça, toutes ses copines autour d'elle se mariaient, avaient des enfants, mais elle était toujours là. Et la dernière relation, c'était une relation qui avait duré plus de 2 ans, sur Internet surtout, parce que le gars, son supposé fiancé était à l'étranger. Mais quand il est arrivé au Cameroun, après quelques mois, le gars est reparti. Quand le gars a fini avec ses vacances, il est reparti. Elle était surprise d'apprendre que le gars s'était remarié, que le gars s'était marié avec quelqu'un d'autre en fait. Alors, les dires de la maman l'avaient dit que ça l'avait vraiment touchée parce que c'était vrai, c'était ça dans sa famille. Les femmes de sa famille, c'était comme s'il y avait une malédiction qui planait sur elle. Elle était engagée dans son église, réveillée, elle était engagée à fond, mais rien ne changeait. Donc, rien ne changeait, ne bougeait pour toutes les femmes de la famille. Alors, la maman, là, de lui dire alors qu'il fallait qu'elle aille du côté de sa maman, qu'elle aille voir sa grand-mère maternelle parce que le problème venait du côté de sa grand-mère maternelle, en fait. Et la fille, alors, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit que justement, elle était allée voir sa grand-mère maternelle et la grand-mère maternelle, en disant ce que la Kamsi a dit, elles ont alors compris que, en fait, c'était une malédiction qui avait été lancée sur elle lors de sa jeunesse. Alors la famille, qu'est-ce que la grand-mère maternelle raconte? La grand-mère maternelle dit que quand elle était jeune, plus jeune, il y avait un Joe qui était venu demander sa main, non? Le Joe était venu, le gars vient et demande sa main et ce sont les Bamileke. Donc il avait commencé à déposer un petit truc. Tu déposes un petit truc, même si c'est un régime de plancton. On commence à accepter que c'est un régime de plancton, 1 litre d'huile rouge même. On commence à accepter que c'est la dot. Voilà, tu as commencé à payer ta dot, hein. Donc, c'est effectivement ce qui s'était passé. Le gars, il avait déposé un petit truc, il avait dit que j'ai vu une mangue dans ta cour et tout ça, ou bien j'ai vu un bon terrain que je vais souvent labourer et je veux que tu me vendes le terrain là. Donc, le papa avait accepté que c'était la dot qui commençait. Mais la surprise, le gars, quand il était parti là, c'était gogo. Le gars avait fait, les années passaient, la fille était là, elle était en train de mûrir, de mûrir dans la cour de ses parents. Le gars ne faisait pas signe de vie. Mais les parents, eux, ils avaient ils connaissaient un peu la famille du gars, dont ils demandaient les renseignements. Ils avaient aussi été surpris d'entendre que le gars, lui, le village où il était allé, où il travaillait, il avait rencontré une autre fille, il avait épousé là-bas et la fille était assise là. Finalement, un homme, étant donné que la femme là, elle était la grand-mère maternelle, elle était une femme très belle, dynamique et tout ça, les hommes venaient demander sa main. Finalement, un jour, la famille a décidé de donner la grand-mère à quelqu'un d'autre parce que mon frère, le Tungui qui était arrivé ici, depuis là, il ne vient pas. On fait comment? Ils ont décidé, ils ont dit que s'il revient, on va lui remettre sa dot et on va lui expliquer que ce n'est pas normal, ça ne se fait pas. Généralement, quand les gars allaient demander la dot, ils allaient après la prochaine saison ils allaient vendre leur plantain ou bien leur café et tout ça. Ils venaient épouser la fille. On ne laisse pas les filles comme ça pendant des années. La famille envoie alors la grand-mère en mariage. Elle se marie, elle commence à faire ses enfants. Un jour, Masayo arrive dans le sait où annoncer qu'il est venu prendre sa femme. La famille, les gens le regardaient comme si c'était le miracle. Même les enfants qu'il avait laissés quand il était venu demander la main avaient agrandi. Tu es venu chercher qui? Il dit qu'il est venu chercher sa femme qu'il avait laissée là. Mon frère, dans la sorcellerie. Tu es venu chercher quelle femme? Il dit non, il a laissé sa femme ici, il est parti seulement un peu, il a eu des problèmes, il n'a pas pu... Tu as eu quel problème? Tu crois qu'on ne sait pas que tu es marié de l'autre côté, tu as même déjà des enfants? Tu as eu quel problème? Donc tu n'as pas eu de problème pour épouser l'autre femme, là, lui faire des enfants, mais tu as laissé tu as consigné quelqu'un ici qui allait rester là vieilli entre nos mains. Le gars, lui, il insiste que jamais. Ça a fait des problèmes entre les deux familles. Parce que ce qui est intéressant, c'est que même les gens du côté de sa famille à lui disaient que mon frère, ce n'est pas sérieux. Nous, on aurait fait la même chose. Tu consignes une femme et puis tu pars et puis tu reviens, tu fais même le scandale et tout ça. Les gens de sa famille à lui étaient plutôt en train de le flatter, lui demandant d'accepter parce que la famille de la femme, de la grand-mère, avait même proposé une autre fille.
Ils avaient proposé une autre jeune fille, que non, il n'y a pas de problème. Voici, je dis jeune fille parce que lui, il était venu, il était vieux. Hein. Donc, voici même une autre fille. Elle va remplacer sa sœur. Le gars, c'est qu'un gangong. Lui, c'est celle-là que lui veut. Et qu'est-ce qu'on découvre la famille en faisant les consultations? Parce qu'il fallait savoir. Peut-être que dans la sorcellerie, on lui avait demandé une tête. Il s'est souvenu qu'il avait laissé le mouton quelque part. Quand maintenant la famille va faire les trucs, on leur dit que non. En fait, le monsieur avec sa femme, il ne fait que des filles. La femme, la deuxième femme qu'il a eue là, il ne fait que des filles. On lui a alors dit là-bas que en fait, la femme qui devait lui faire les garçons, c'était la première femme là. Donc, c'est la grand-mère. C'est pour cette raison qu'il était revenu la chercher. Il n'avait pas l'intention de venir. Il était allé tomber amoureux de quelqu'un d'autre, il a abandonné l'autre. Il n'avait pas l'intention de venir. Donc, il venait pour les garçons qui étaient dans son ventre. Donc, la famille avait refusé, ils avaient vraiment été blessés et tout ça, ils avaient refusé. Les deux familles, la famille et la famille du garçon, du monsieur, ils avaient même accepté les excuses de la famille, ils avaient même présenté aussi les excuses, ils avaient dit que non, ce n'est pas parce qu'ils sont dans notre famille. Nous, on ne sait pas ce qui lui est arrivé. Maintenant, il vient des années plus tard. Donc, si elle restait là, la lettre, il y a grand-mère, il allait alors venir l'épouser. Donc, les familles sont parties. Ils ne savaient pas que le monsieur avait lancé des mots de malédiction contre la grand-mère en disant que les filles qu'elle allait accoucher n'allait pas avoir, n'allait pas être, n'allait pas pouvoir, comment dire, enjoy leur mariage en fait. Elle n'allait pas se marier et même si elle rencontrait un homme, ça n'allait pas mettre long et tout. Il avait lancé de mauvaises paroles. Et vous vous rendez compte que ce sont ces paroles-là qui avaient des répercussions sur les enfants et sur même les petits-enfants. Alors, à la fille, on lui a alors dit, elle était allée dans les Kamsi et tout ça, et les notables au village avaient dit, il y avait des cérémonies à faire. Les petits-enfants de la maman, donc de la grand-mère là, et la grand-mère, elle devait aller dans la concession du monsieur, on devait taper le tam-tam. Apparemment, il y avait une cérémonie à faire, un peu comme si on fait en même temps le veuvage, on fait en même temps. Je ne sais pas, il y avait une cérémonie à faire. Ils ont fait ça. Et effectivement, après, la fille, un gars est venu, donc on l'a contacté, quelqu'un l'a contacté de l'Occident. Ils ont commencé une relation et finalement, il est venu, il a pris son parti. Elle est mariée maintenant, elle a des enfants déjà. Donc c'est pour vous dire que il y a des choses qui se passent ici. Maintenant, comme on n'a pas le côté du papa, là, on ne sait pas, est-ce qu'il est allé faire des pratiques, peut-être les paroles lancées, on ne sait pas. Mais on dit qu'il a lancé les paroles, peut-être qu'il a même mis les pratiques dedans, personne ne sait. Mais vous vous rendez compte que ça a eu des effets sur cette famille-là. Mais aujourd'hui, grâce à Dieu, les filles, elles se marient, elles sont heureuses, tout va bien. Même les gars qui avaient fui, avaient laissé les femmes, avaient les enfants, sont revenus les épouser pour prendre leurs enfants. Donc, vous vous rendez compte que tout est revenu dans l'ordre. Donc, passez une bonne journée, prenez soin de vous et faisons attention, prions pour briser les chaînes. Parfois, il y a des choses qui se sont passées. On ne nous tient même pas là, mais ça joue sur nos vies. Faisons attention à nous. Bye. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on va écouter la 4e histoire. Recevez mes fraternelles et cordiales salutations. C'est le citoyen du monde qui revient pour une autre histoire. L'histoire que je vais vous conter s'est passée dans le sud Cameroun. Si la fille du sud va écouter cette histoire et si elle connaît vraiment la situation géographique de sa région et des périphériques, elle pourra en témoigner dans les commentaires par rapport à certaines circonstances. C'est l'histoire d'un de mes commandants qui avait perdu sa nourrice. Nous devions l'assister pour la sécurité et l'aider dans certaines tâches. Nous avions pris le camion des militaires, c'était un contingent. J'avais 25 hommes à ma disposition, donc j'étais le commandant d'unité en tout cas. J'avais 25 hommes à ma disposition. Il y a 2 chemins qui mènent dans son village. Passant par Kribi, et c'est même plus proche et la route est un peu plus pratique. Passant par Ibolova aussi. Mais par Ibolova, c'est tout un calvaire. La route est vraiment gâtée là-bas, comme on peut le dire.
Voilà, et mon contingent et moi, nous sommes passés plutôt par Ibolova. Comme ça, là, ça c'est la phase où je disais que la fille du Sud peut en témoigner dans les commentaires. Par Ibolova, dans certains contrées là-bas, il y a des bourbiers. Nous étions comme ça en février. Vous savez, le mois de février au Cameroun, c'est carrément la grande saison sèche. Et je vous dis, il y avait les bourbiers là-bas. Nous étions en février, en pleine forêt. Il y avait les bourbiers qui pouvaient faire, qui pouvaient s'étendre sur une distance de 800 mètres par là. Vous-même, vous connaissez les engins de l'armée. Ce sont les engins aussi robustes que cela qu'on ne peut pas en parler. Vous vous imaginez, on engage dans un bourbier comme ça, en pleine forêt. Vers le milieu du bourbier même, le moteur s'est arrêté. On fait n'importe comment, rien. Le chauffeur tente de démarrer, rien. C'est pas possible. De toute façon, rendons grâce à Dieu, l'armée est quand même équipée. Et quand on a un déplacement à faire, on prépare tout le dispositif et tout ce que cela comporte. On prévoit quand même que cela peut arriver. Il fallait maintenant qu'on essaye de dégager le bourbier jusqu'à retrouver certains équipements du moteur pour pouvoir checker et voir si peut-être ça a pris de l'eau, un truc de ce genre. Nous étions comme ça, il était à peu près 11h30. Vous vous rendez compte de la taille du bourbier, comme je vous ai expliqué, c'est à peu près sur 700-800 mètres. Vous imaginez un peu le travail qu'il faut faire. Et peut-être sur 6 à 7 mètres de large. Vous imaginez le travail qu'il faut faire. Tu es dans le bourbier, l'eau est presque au niveau de ta taille. Vous imaginez un peu, comme ça qu'on a bossé, on essaye de créer les chemins pour que la boue puisse s'écouler. On creuse, on se relaie, on creuse, on se relaie. On a fini de dégager la boue aux environs de 16 heures par là. On a checké les équipements du moteur. On a checké rien. Le mécanicien a checké. Il n'y avait pas de souci en tout cas. Mais quand on tente de démarrer, rien. On a checké la tension des batteries. La tension était normale. On tente de démarrer, rien. C'est pas possible. Voilà, comme ça, au loin, j'aperçois un chasseur qui arrive avec 2 de ses chiens et son arme de chasse. Il vient vers moi. Voilà vraiment la partie mystique de l'histoire qui commence. Il vient vers moi et puis je le salue, il me salue. Mes gars disent, mais mon lieu, avec qui vous parlez? Je dis, les gars, pardon, ne me fatiguez pas. Je sais que de toute façon, je sais que nous tous nous sommes fatigués, mais je ne suis pas en train d'halluciner. Voici un monsieur qui est là avec ses chiens et tout, avec son fusil de chasse. Et il est en train de me demander, vous ne... Pardon, arrêtez de blaguer en tout cas. Ils disent que, mais mon lieu, qu'est-ce qui se passe? Nous, on ne voit personne. Toi, tu parles de qui même? Le monsieur était là, très calme. Il me dit, effectivement, c'est toi que je suis venu voir. Je suis venu t'aider parce que tu es quelqu'un de bien. Et je remonte un peu plus haut. Quand mon commandant a perdu sa nourrice, nous avions d'abord fait une descente sur le terrain dans l'optique de faire une reconnaissance et voir un peu combien d'hommes il fallait pour la sécurité et tout ce que cela comporte. De toute façon, c'est la routine, hein, c'est dans le cadre de nos services. Nous étions à peu près 5-6 hommes par là avec notre commandant. Voilà, on a un peu étudié, on a fait une reconnaissance et puis on a calé et bouclé le nombre d'hommes qu'il nous fallait et dans l'optique de préparer tout ce qu'il va nous falloir. À l'entrée du village, vous savez, au sud, là, il y a les viandes de brousse et tout, les petits coins de bar. C'est comme ça, le commandant nous a montré un coin. Il a dit que là, on peut aller se rafraîchir là. On peut un peu manger, boire quelques trucs si on veut. Il va gérer. C'était une femme de la famille qui était propriétaire du coin en tout cas. Donc elle savait comment retrouver le commandant et puis récupérer son argent. Moi, quand je suis arrivé,
un monsieur était assis un peu en dehors du bar, un peu reculé. Quand j'ai pris mon plat, il était presque seul sur sa table. Toutes les autres tables étaient occupées. Je suis parti vers lui. En partant vers lui, j'ai récupéré 2 cuillères, 2 fourchettes, 2 couteaux. C'est comme ça, je lui ai dit de partager mon repas avec moi. Et moi, je n'aime pas beaucoup, j'aime beaucoup plus les liqueurs, contrairement aux bières. Mais 2 bières, je suis allé, je lui ai donné ces 2 bières-là, il a bu. C'est comme ça que lui me relate l'histoire. J'avais même déjà oublié. C'est comme ça qu'il me relate que le monsieur qui était assis là comme ça, c'était lui. Et il me dit justement, il est venu là maintenant parce que je suis en danger. Il est venu m'aider. Il me dit, le boubier là que nous sommes en train de voir là, nous voyons comme ça là que c'est un boubier, mais par contre, c'est pas un boubier. Que ça, c'est une chefferie, que c'est la chefferie du village. Qu'avant de traverser ici, il y a des rites qu'il faut faire. Que comment nous on arrive là comme ça, on veut juste traverser, que c'est pas comme ça que ça marche. Il me dit, bon, de toute façon, j'ai déjà discuté avec le chef. Je sais que toi, tu es quelqu'un de bien. Je vais faire quelque chose pour toi. Il se dirige vers le moteur. Il impose la main sur le moteur. Il me dit, demande à ton chauffeur de démarrer. Je dis au chauffeur, gars, essaye un peu de démarrer. Le chauffeur a lancé. 1/8, le moteur a démarré. Quand je me retourne comme ça, là, je ne le vois plus. Quand je me retourne, le gars n'est plus là. C'est comme ça, il dit, ah mes gars, on embarque et puis on a mis le feu. Je te dis, quand on arrive au lieu du deuil, les gars commencent à dire que, mais avec qui tu parlais là-bas, qu'est-ce qui s'est passé? Tu étais fatigué, tu as halluciné ou quoi que ce soit. J'ai seulement dit à mes gars que de toute façon, c'est une longue histoire. Quand je serai un peu plus posé, un de ces 4, je vais vous relater réellement ce qui s'est passé. Voilà un peu l'histoire que je tenais à raconter à la grande famille. Que le Seigneur nous donne la force et que la communauté s'agrandisse. Merci. À tout bientôt pour une nouvelle histoire mystique. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on va écouter la 5e histoire. Bonjour DMG et à toute ta communauté. Je reviens ce matin te conter une de mes histoires que j'ai vécues à Yaoundé en 2010. Je t'avais envoyé cette histoire, mais tu ne l'as pas publiée parce qu'elle avait trop de détails. Je vais faire l'effort de souscrire beaucoup de détails parce que ces histoires vont dans le même sens que votre ligne, celle de sensibiliser. Donc, en 2010, je suis dans une association que je militais, une association, je pourrais dire, qui faisait dans le social. Donc, oui. Donc, je suis là, pendant que je suis dans cette association, je me suis retrouvé à une invitation avec certaines autorités de la ville où on dînait. Et pendant que nous étions à table, mon téléphone se met à sonner. Il sonne. Je suis obligé d'éteindre, de raccrocher le téléphone à tout moment. Je l'ai même mis sur vibrer, mais il n'arrêtait de vibrer. Il vibrait. Je suis obligé de m'excuser et de me lever de la table. Je descends au niveau des escaliers parce que nous étions dans un hôtel pour éviter les détails et puis fustiger les entreprises pour rien. Je relance l'appel. Après avoir reçu au moins 10 appels, c'est-à-dire le téléphone n'arrêtait de vibrer et de sonner. Je relance l'appel 1 fois, 2 fois, 3 fois, personne ne prend. Je ne comprends pas ce qui se passe. Je remonte même, je prends le téléphone d'un de mes collègues là, mais qu'est-ce qui se passe? J'utilise son téléphone même, je lance le numéro, parce que c'est un numéro inconnu qui s'affichait inconnu. Je lance 1, 2, 3, 4, le téléphone sonne, personne ne prend. Je dis mais qu'est-ce qui se passe? Bon, je reviens à table. Et puis on se sépare là dans les environs de 17h par là. Je prends mon chemin de retour. Chacun prend ce qui va à leurs occupations, continuer à aller vaquer. Moi, je prends mon chemin pour rentrer parce que nous avait fini notre journée associative, des rencontres et tout. Maintenant, donc, on se retrouve, je suis à la maison. Je me change, puis je reprends le téléphone, je lance l'appel. J'ai fait peut-être passer même 5 à 10 appels là, sur le numéro. Pas de suite. J'appelle, pas de suite, je ne comprends plus. Bon, finalement, j'étais tellement énervé, je dis bon, ok, ça va.
je me suis reposé, la soirée, elle est finie. Le lendemain, aux environs de 10 heures par là, le même numéro que moi-même j'ai appelé hier pendant au moins, j'ai effectué au moins 15 à 20 appels. C'est ensuite, c'est le numéro là qui me rappelle. C'est la voix d'une dame. Oui, monsieur X, voilà. Vous êtes quelqu'un que j'admire beaucoup. Je dis, mais tellement, on a dit quand la personne m'a appelé, directement, moi je m'étais enflammé. Je dis non, non. Vous ne pouvez pas appeler des gens. Depuis hier, vous m'avez appelé. Je ne sais même pas qui vous êtes. J'ai essayé de vous rappeler plusieurs fois. Vous n'avez pas pris le téléphone. Vous me rappelez maintenant. Vous m'avez perturbé ma séance de travail hier et mon dîner. Et puis, tellement elle a vu que j'étais en colère parce que de l'autre côté, c'était la voix d'une dame. Elle me dit non, excusez, je m'excuse. Elle s'excuse. Et puis, elle apprécie beaucoup ma voix. Elle m'apprécie beaucoup comme homme et elle aimerait me rencontrer. Je dis, mais vous m'appréciez. Comment vous pouvez apprécier quelqu'un? Moi, je ne vous connais pas. Vous m'appréciez. Vous m'avez vu où? Elle me dit, non, c'est pas l'entremise d'une amie. Et je demande le nom de son amie. Elle me donne le nom d'une de ses amies. Je cherche dans ma tête, je ne trouve pas. Et puis, quand elle voit que cette stratégie n'a pas marché, elle me dit, non, j'apprécie beaucoup votre voix. Vous vous exprimez bien, vous parlez bien. Je dis... Oui, je veux même à quoi, en fait, je me suis dans mes états de colère, puis dit non, ne vous énervez pas. Elle joue avec ma psychologie, ne vous énervez pas. Elle réussit à me calmer tout de même. Elle me dit, bon, j'aimerais vous rencontrer. Vous êtes quelqu'un que j'admire depuis que j'observe depuis un bon bout. J'aimerais vous rencontrer. J'ai dit, bon, ok. Je dis, ok. On se rencontre donc où? Elle me donne l'endroit où on devait se rencontrer. De l'autre côté aussi de la ville. Je dis, ok, le temps de... Je vais me reposer, j'ai des petites choses à faire. Quand je finis, je vous ferai signe quand je prendrai la route. Donc je finis, je me repose, je passe ma journée. Et puis vers environ de 16 heures par là, je prends la route pour l'endroit indiqué. Elle m'avait donné rendez-vous dans un hôtel à Yaoundé. Quand j'arrive, je m'installe et puis elle va me retrouver. Je dis bon ok. Quand je quittais donc, j'ai appelé pour faire signe que je suis en route. Elle m'a dit ok, il n'y a pas de problème. Pendant que je quittais, tout de même, j'avais quand même un pressentiment hein, que, bon, par curiosité, ces choses-là, parfois on dit que ça arrive souvent aux autres, mais le jour où ça nous arrive, parfois vous ne comprenez pas, vous sentez que vous êtes en danger, mais vous ne faites qu'avancer. Vous sentez que quelque chose ne cloche, mais tu ne sais pas qu'est-ce qui vous attire jusqu'à... Vous prenez la voiture, vous arrivez au lieu du rendez-vous, vous ne savez pas, vous vous retrouvez simplement là-bas. Donc je me retrouve donc... J'arrive donc à cet hôtel, mais je n'entre pas à l'hôtel, je me positionne juste à côté parce que je dis non, il faudrait que je voie d'abord l'adversaire. Je dois voir l'adversaire. Pendant que je suis là, je fais 15, 20, 30 minutes. Je ne vois personne. Presque 45 minutes par là, je ne vois personne. J'appelle le numéro, je dis mais oui madame, je suis là depuis 40-45 minutes, voire une heure. Je ne vois aucun nombre, je ne vois pas, je ne vous vois pas. Elle me dit non, je suis arrivé. Il y avait une voiture noire qui s'est garée là devant l'hôtel. Je ne vous ai pas vu. Je dis oui, certes, j'ai vu une voiture, mais bon, moi je n'ai pas prêté attention. J'ai vu une voiture qui était garée là, mais bon. Moi j'attendais que vous entriez, que vous me fassiez signe. Elle me dit bon, elle est rentrée chez elle, elle n'est pas loin de l'hôtel. Que je redescende juste à quelques encablures. Le premier portail, je sonne, c'est là où elle vit. De la distance, là où j'étais, du côté de l'Omnisport là-bas, pour arriver chez elle, bon, c'était 100 francs le taxi. C'était une distance de, je peux dire 100 mètres. Je vais donc prendre juste 100 francs. Les topé deux taxis qui n'ont même pas pris. Puis bon, j'ai dit que bon, je chemine à pied. Mais je confonds donc des... Parce que, en fait, là où j'arrivais au niveau des carrefours, il y avait un petit carrefour. Je confonds en fait la direction qu'elle m'avait indiquée. Je prends et emprunte plutôt une autre, je sonne à l'autre portail. Donc là-bas même j'ai sonné, personne n'a ouvert. Je suis revenu donc pour l'appeler pour dire que je ne me retrouve pas. Je sonne depuis, il n'y a personne. C'est lorsqu'elle me dit non, vous avez fait erreur, revenez. De l'autre côté, je traverse la route, je reviens. J'ai pas eu les détails parce que bon, c'est vous-même qui avez demandé pour protéger et éviter les problèmes. Donc, lorsque je traverse donc la route, je vois une dame qui me fait signe de la main de l'autre côté, je traverse la route. Une femme de petite taille, noire, bon, pas très jolie, mais bon, même pas très jolie, n'était pas jolie du tout.
C'était pas le genre de femme que vous allez voir au premier coup et puis vous allez dire que waouh. Déjà, il n'y a pas eu ce waouh. Déjà, naturellement, il n'y avait rien en elle qui pouvait m'attirer. Puis c'est une femme, une quarantaine d'années. À l'époque, moi, je n'avais pas 40 ans. On avait une quarantaine d'années. C'était une femme d'un âge déjà. Donc, elle vient me saisir la main. Dès qu'elle traverse la route, elle me saisit la main, me saisit le poignet, commence à vouloir m'amener. Comme si rapidement, je lui ai dit, mais qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi vous êtes brutal? Elle me fait savoir qu'on t'attend depuis, tu perds le temps. J'ai dit, mais qui m'attend depuis? Qui m'attend depuis? Est-ce que j'ai rendez-vous avec quelqu'un? Je venais voir qui m'appelle depuis, vous me perturbez pendant mes séances de travail. Je voulais simplement voir qui m'appelle et pourquoi vous insistez à me voir et m'appeler. Parce que vous m'avez dit, vous m'appréciez et puis vous voulez me rencontrer. C'est pour ça que je suis venu. Il n'y a rien d'autre. Elle me dit, non, bon, je m'excuse. Parce qu'elle avait des changements d'humeur. Elle a dit, elle peut en une seconde devenir agressive verbalement. En une seconde, en une minute encore, elle devient très douce. Mais après, elle me dit non, je m'excuse encore, on va devoir s'asseoir à la maison, on va causer derrière une coupe de champagne pour qu'on bavarde. Bon, j'ai dit ok. On a finalement par entrer dans son portail. On passe par l'arrière à la cuisine. Pendant que nous sommes en train d'entrer, une dame est en train de sortir avec deux messieurs aussi par la cuisine. Ils disent qu'on a beaucoup attendu. Nous, on s'en va. Là, je me rends compte que l'histoire où je ne fais que avancer, c'est pas du tout bien. C'est pas du tout bien. Finalement, il ne sait pas s'ils sont sortis du camp parce que nous, on est entrés par la cuisine. Ils sortaient par la cuisine. Il ne sait pas s'ils sont sortis ou ils sont toujours restés quelque part dans le camp. Ça, je ne sais pas. Elle me demande en cri, je vais m'asseoir. La maison est une belle maison, propre, luxueuse. De l'autre côté, il y a une table bien graissée, avec tous les couverts. Tout est bien rangé, propre. Il y a des bougies allumées presque partout là, en fait. D'autres sur des chandeliers. Et quand j'entre là devant la table, il y a un chandelier. Sur les plateaux qui sont là-dessus, il y a de l'argent dedans. Dans les coins, les armoires, en fait, l'argent est un peu posé partout. À ce moment, je me dis, où suis-je? Qu'est-ce que je me retrouve? Ou qu'est-ce que je vais faire? Comment j'ai fait pour me retrouver là? Mais là, je ne peux plus retourner. Là, je dis, je garde mon sang-froid. Je garde mon sang-froid. Elle me dit, asseyez-vous. Et c'est là, elle veut me faire asseoir sur le canapé aussi, bon, par intuition, comme ça. Tu sais, nous qui avons grandi dans des familles modestes, avec une éducation un peu dure. Je dis non, moi je ne m'assieds pas pris l'habitude de m'asseoir sur le canapé parce que nos parents nous l'interdisaient, mon père nous l'interdisait. Donc ce qui fait que quand j'arrive dans une maison, sauf si le propriétaire m'a demandé de m'asseoir, mais sinon je ne m'assieds jamais sur le canapé. Donc je dis non, moi je ne peux pas m'asseoir là-bas. Si le propriétaire arrive ou bien le responsable de la maison, moi je préfère m'asseoir de ce côté. Je prends une chaise à côté, là je suis assis. Pendant que nous sommes là, elle ne tarde pas. Elle vient. Elle tourne là, elle fait des tours dans la maison, le salon, elle tourne comme si elle cherchait quelque chose, elle est un peu agitée là. Et puis elle vient avec un œuf de caille, elle dit que j'aimerais qu'on partage cet œuf de caille. Elle dit, partager l'œuf de caille, est-ce que je ne vous connais même pas encore, qui êtes-vous même réellement même? L'œuf de caille, pourquoi? D'ailleurs moi je n'ai jamais mangé les œufs de caille. Bon, et en plus même comme ce sont des œufs crus, je ne sais pourquoi. Elle me dit non, c'est thérapeutique, c'est bien pour la santé. Elle me fait un petit baratin, elle dit, je vous ai dit les œufs crus, en plus les œufs de caille. Merci. Finalement, elle casse, elle boit ça seule. Et bien, finalement, elle vient s'asseoir à côté de moi. Là, je vous pose la question, je dis, madame, qui êtes-vous même? Elle me dit qu'elle est la petite fille d'un grand monsieur dans la ville de Yaoundé. Les anciennes générations, là, les anciennes générations de pères bien connus, là. Qu'elle est sa petite fille, et puis elle est héritière, elle a beaucoup de moyens, voilà, qu'elle m'apprécie bien. Et je dis, mais j'en reviens à les mêmes débats. Elle se relève parce qu'elle me discret. Je dis, mais madame, vous êtes mariée? Elle me dit oui. Mais je ne vois pas la photo de votre mari au salon. Elle m'apporte une photo où on voit quelqu'un de côté, on ne voit même pas son visage. Elle me dit, son mari n'est pas là pour le moment, il est en Côte d'Ivoire. Je demande si c'est les enfants, elle me dit oui, elle a 2 enfants, un garçon et une fille. Pendant qu'elle me le dit, elle appelle sa fille parce qu'il y avait les escaliers, c'était sûrement, je crois, un duplex. Elle appelle sa fille à partir du bas. Bon. Avant que sa fille n'arrive, elle se lève. Les billets qui étaient dans les coins de la maison, sur la moire, sur les plats de chandeliers, elle enlève certains billets. Elle a un petit paquet de 1000 francs. Il y avait les 1000 francs, 500. 1000 francs 500 surtout, 1000 francs 500, 1000 francs 500. Elle a collecté un bon petit paquet là. Elle se met à brûler. Il y avait des bougies là.
Elle se met à brûler. Elle se met à brûler. Elle brûle. Elle reste avec 2 billets de 500 et 1 billet de 1000 francs en main. C'est à ce moment que sa fille arrive. Elle descend les escaliers. Elle dit, viens saluer le monsieur. La fille me salue. Bonsoir, monsieur. Moi aussi, je dis bonsoir, jeune fille. Elle demande à sa mère, le monsieur, c'est qui? Sa mère dit, c'est un monsieur que je voulais liquider. Je vous dis, c'est à ce moment que j'ai compris. En fait, je savais il y a que là où j'étais là, je devais garder mon sang-froid. Mais là encore, ça a confirmé que réellement, là où je suis là, je ne sais pas si je vais sortir d'ici. Je ne sais pas si je vais sortir d'ici. Elle prend l'argent, elle donne les 200 à sa fille, elle dit que c'est ton argent de poche. Après, elle donne 1000 francs, elle dit que tu vas donner ça à ton frère. Ça, c'est son argent de poche. À ce moment-là, je vous jure, je commence à transpirer déjà. Mais là, je commence à couler des grosses gouttes de sueur. Elle dit comment je vais sortir parce que je n'entre pas la porte de la cuisine. Il y a un portail. Si je crie ou bien personne ne viendra à mon secours parce que la maison était un peu reculée. Peu importe la stratégie que je vais utiliser, je ne pourrais pas sortir de cette maison. Peut-être il y a même des chiens dehors, peut-être il y a des bouts, je ne sais pas. Et il y avait un monsieur là à la cuisine, semble-t-il, ou un domestique, ou je sais pas qui, ou le boy, je ne sais pas trop qui même il était. Avait une allure bizarre, un gros jean, des grosses tennis. C'est-à-dire sans que celui-là, il attendait seulement qu'on dise que vient exécuter, il exécute. Pendant ce temps, donc, là, la fille dit, ah, maman, tu fais comme tu veux. Elle reprend les escaliers, elle s'en va. Mon cœur bat à la chamade, je vous jure. Je n'ai jamais eu peur de ma vie comme ça. Je suis donc là. Je sais que je fais comment pour sortir de là. Je veux regarder mon téléphone depuis pour appeler mon petit frère que je suis en danger. Le téléphone, la batterie s'est déchargée parce que j'avais 2 balles quand j'arrivais. Et bon, je ne sais pas comment ça fait pour se décharger aussi rapidement. Mon téléphone se décharge. Maintenant, je demande même à utiliser son téléphone que j'ai. Je voulais me rassurer de quelque chose à la maison. Est-ce qu'elle peut avoir un téléphone? Elle me dit non, son téléphone m'est déchargé. Donc, elle ne me donne pas la solution. Je commence donc à prier dans mon cœur. C'est-à-dire, dis même au revoir à la terre et que je ne serai plus là. Je ne sais pas quel miracle s'est passé. La dame me dit, elle revient vers moi, me dit, mon fils est en train d'aller aux États-Unis. Je vais l'accompagner parce qu'il doit prendre le vol demain sur Douala. Donc, on va aller cette nuit. Donc, on peut partir? Je suis surpris. C'est-à-dire, je me sens libéré là. Je me demande, qu'est-ce qui s'est passé? Je me sens libéré. Et puis, elle me dit, on ressort, nous sortons encore toujours vers la porte arrière. Et puis, on chemine. Elle entre dans la voiture avec son fils était assis là derrière. Et puis, déjà dit que nous sommes en train d'aller sur Douala. Est-ce qu'on vous dépose? Je dis non, merci. Elle me dit, en tout cas, tu connais à la maison. Tu peux venir quand tu veux. Je rentre jeudi. Quand on devait être un mardi, je rentre jeudi. Donc, fais-moi signe. La maison est ouverte, tu viens quand tu veux, quand tu peux. Quand je suis sorti de ce portail, j'ai pris un dépôt. À l'époque, je vivais à Biémassi. J'ai pris un dépôt direct pour la maison. Quand j'arrive à la maison, il est dans les tours de 21h30. Directement, je m'arrête là pour voir un pasteur. Il y a une église là à Biémassi. Pour voir le pasteur, pour lui expliquer, parce que je disais que je ne pouvais pas dormir, que je ne pouvais pas dormir sans aller expliquer ça à quelqu'un, parce que j'avais besoin d'expliquer ça à quelqu'un. C'est là, j'arrive chez le pasteur, sa femme me dit qu'il sort du voile, il est fatigué. J'ai insisté, elle me dit tu ne peux pas, il sort du voile, ça fait pas 30 minutes qu'il est ancré, il est fatigué, passer demain. Je pars, j'appelle mes frères, je commence à raconter mon histoire. C'est un qui m'envoie des brevets, qui va lire ceci. Commence la neuvaine de ceci cette nuit, ainsi de suite. C'est comme ça que je commence à prier toute la nuit. Le lendemain, je vais voir le pasteur. J'arrive, il y a du monde parce que je n'avais pas pris rendez-vous. Bon, je ne suis jamais allé le voir. Bon, il y a du monde. Donc, on finit sur la dernière personne à recevoir. Donc, quand il veut me recevoir, même déjà, il me dit qu'il est mis en retard, il allait quelque part, donc on va se voir demain. Je dis, pasteur, vous ne pouvez pas partir. J'insiste tellement que je l'arrête, même il dit, comprend, il a qui me dit, non, viens rapidement, dis-moi ça en 2, crois mieux. Il dit, ok. Lorsque je commence à lui raconter l'histoire, il raconte l'histoire à ce pasteur 3 fois. Et c'est à ce moment-là qu'il m'a dit, tu sors de loin, mon fils, tu sors de très loin, Dieu t'a aidé. C'est là que il a commencé à prier sur moi, me mettre les huiles et tout ce qui va avec. Et c'est après ça, il me dit que si cette dame t'appelle encore, tu me fais signe, mais je crois qu'avec ce que je te fais là, elle ne te fera plus signe. Elle ne m'a plus jamais fait signe. Donc, vraiment, nous vivons des choses, des événements tous les jours.
soyons toujours prudents. C'est-à-dire, dès que tu as une intuition négative sur quelque chose, n'y va pas. C'est-à-dire, après ça, j'ai tiré les grandes conclusions et des leçons. Que si je n'ai pas préparé un rendez-vous, si je ne me sens pas bien, je ne pars pas. Donc, merci à vous et puis bonne suite pour ce que vous faites. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on va écouter la 6e histoire. Bonjour DMGTV, bonjour à la famille DMGTV, plus de bénédictions sur nous tous. Partageons, likons et commentons. La famille, je viens ici vous raconter l'histoire d'une ex-sorcière de l'Ouganda. Et avant de le faire, j'aimerais rejoindre tous ceux qui en commentaire ou bien les narrateurs qui remercient ceux qui viennent partager leurs histoires. J'aimerais remercier en particulier ceux par exemple qui viennent raconter qu'ils sont dans la sorcellerie ou qu'ils étaient dans la sorcellerie, ceux qui viennent dire par exemple qu'elles étaient des dames de compagnie qui vendaient leur charme et ceux qui disent aussi qu'ils font des voyages astrales là, et ils expliquent un peu comment ça se passe, ce qu'ils rencontrent et ils donnent des conseils. J'aimerais leur remercier ces gens en particulier parce que généralement c'est pas facile de pouvoir se livrer ainsi et surtout voyant les rares commentaires un peu désobligeants que je lis souvent. Donc vraiment merci beaucoup à ces personnes-là plus particulièrement parce que c'est une très grande preuve d'amour que de s'ouvrir de la sorte dans le but de sauver des inconnus, de parfaits inconnus, parce que vous ne savez pas qui écoute, mais sachez que vous sauvez des vies. Vraiment, merci beaucoup. Et aussi à ceux, par exemple, qui ont encore peur de venir se confier, DMG a déjà dit qu'il peut changer les voix. Vous pouvez lui envoyer, vous préciser, il va changer les voix ou bien il va faire raconter par quelqu'un d'autre. En tout cas, il sait comment il va faire. Donc, merci pour tout. Alors la famille, je vais raconter l'histoire d'une jeune ex-sorcière. Qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit dans les 5-6 ans, ses parents étaient allés la déposer au village chez sa grand-mère. Alors à la maison, il y avait beaucoup d'autres enfants, mais c'était tous des garçons. Ses cousins, c'était tous des garçons. Alors elle avait l'habitude d'être plus collée à sa grand-mère. Et au village, la famille, elle aimait aussi beaucoup les fruits de la passion. Et sa grand-mère avait un très grand verger sur le terrain familial. Alors un jour, elle demande à sa mamie le fruit de la passion. Samuel dit, ok, bon, tu attends ici au salon, hein. Tu attends avec les autres, moi je vais sortir, mais ne me suis pas, tu as compris, ne me suis pas, reste là. Je vais sortir, je vais aller te prendre le truc et je vais te faire le jus de fruits, d'accord? Elle dit, d'accord, mamie. Mais elle dit qu'elle est restée, elle a regardé, ses cousins étaient là-bas, ils jouaient brutalement. Elle s'est dit non, elle va désobéir sa mamie. Elle va suivre sa mamie, mais à distance, sans que sa mamie ne le sache. Et c'est effectivement ce qu'elle a fait. Elle dit alors, arrivée dans un coin du jardin, il y avait un coin du verger où normalement les enfants n'avaient pas accès. Là-bas, il y avait un très grand pieu là. Et apparemment, c'était un pieu ancestral, peut-être pour les prières, des trucs comme ça. En tout cas, eux et les enfants savaient qu'ils n'avaient pas accès. Elle arrive alors, elle s'arrête à une certaine distance, surtout parce qu'elle voit que sa grand-mère s'arrête devant le pieu et était en train de se courber. Pas se courber en fléchissant les genoux, mais elle pliait le dos. Mais d'une façon étrange. Elle dit qu'elle regardait seulement, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'elle fait? Elle dit subitement, pouf! Un gros chat noir, blanc, se trouvait à la place de sa mamie. Sa mamie avait disparu. Elle dit que le choc, elle n'a jamais eu un tel choc dans sa vie. Elle regardait. Son cœur battait à la chamade. Puis après, elle voit le chat se tourner vers sa direction parce que justement, cet animal s'était rendu compte, cet animal ou sa mamie, je ne sais plus quoi dire, s'était rendu compte qu'elle était là. S'est tourné vers elle et comme un chat furieux, tu vois, ils font ce bas. Et le chat a fait ça dans sa direction. Elle dit qu'elle est restée, elle fait ça. Mamie, 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 mamie. Elle était choquée, l'enfant. Elle était choquée. Et puis, pouf, le chat disparaît. Elle dit qu'elle ne sait pas combien de temps elle est restée plantée là. Par la terreur. Elle, effectivement, physiquement, n'arrivait pas à bouger. Elle voulait avancer, elle ne pouvait pas. Elle voulait reculer, elle ne pouvait pas. Elle était paralysée sur place. Elle ne sait pas combien de temps était passé. À un moment, quelqu'un tapote sur l'épaule. Elle se retourne et regarde, c'est sa mamie. Sa mamie, maintenant humaine, n'est-ce pas? Sa maman, elle s'est fâchée. Mais qu'est-ce que tu fais là? Je t'ai pas demandé de ne pas me suivre. Qu'est-ce que tu fais là? Toujours curieuse. On te dit de faire quelque chose. Quand on te dit va à gauche, tu viens à droite. Si tu racontes à quelqu'un ce que tu as vu, je vais te tuer. Est-ce que tu as compris?
Est-ce que tu as compris? Elle dit oui, mamie. Elle était seulement paralysée. Elle s'était rendue compte justement que quand la mamie l'avait tapé là, elle pouvait maintenant bouger. C'est comme si on l'avait libérée de quelque chose en fait. Elle restait, regarde sa mamie. Sa mamie lui dit, tu n'en parles à personne. Toi avec la bouche là, tchoc, toujours en train de raconter tout ce que tu vois. Mais si j'entends, tu es morte. Tu as compris? La petite dit qu'elle était là paralysée. Finalement, ils arrivent à la maison quelques jours plus tard. Alors, ils étaient au salon, la mamie était au salon avec son grand-père. La famille, son grand-père, ce n'est pas en fait le mari de sa mamie, c'est le frère de sa mamie qu'elle appelle son grand-père aussi. Alors, ils étaient en train de causer et ils étaient en train de parler de quelqu'un apparemment qu'ils avaient sacrifié, un truc comme ça. Ben, l'enfant était là, elle était un peu perdue, vous vous rendez compte à son âge. C'est à un moment le grand-père qui a dit à la mamie, mais attends, il y a l'enfant là. Elle dit que non. En tout cas, elle a déjà trop vu, il faudra qu'on l'initie. Elle a déjà trop vu. Il a demandé à sa soeur, mais elle a vu quoi? Et c'est alors là que la mamie dit, elle a vu l'animal. Et le grand-père alors se tourne vers elle, dit en fait, tu sais quoi? C'est bien comme tu as vu, parce qu'il faut que tu comprennes, ta mamie, elle a le chat, elle a le totem du chat, elle a le totem de la panthère, elle a le totem du python. Moi, dont le grand-père, il dit que lui, il a le totem de la panthère. Et il dit, toi, par contre, tu as le totem du python. Tu es très puissante. Elle dit que ça l'a fini. C'est alors là qu'on l'avait fini. Elle dit quoi? Je vais me transformer en serpent. Je vais me transformer en serpent. On dit, calme-toi. Oui, tu as ça, mais tu ne sais pas encore comment utiliser parce que tu n'es pas encore initié. Mais ne t'en fais pas, on va t'initier, tu vas comprendre. C'est ainsi que la petite fille dit qu'on avait initié à la sorcellerie. Elle a su que son père était le sacrifice de la famille. Il avait une très grande étoile et il n'était pas supposé évoluer. Et elle a commencé à comprendre pourquoi son père, même quand il faisait les business, tout le monde autour de lui, tout ça avec qui il faisait le business évoluait sauf lui. Ces choses se détruisaient toujours. Ça arrivait à un niveau, ça tombait. Ça arrivait à un niveau, ça tombait parce qu'il était en fait le sacrifice. Et c'est sa propre mère qui l'avait livré pour le bonheur de ceux qui étaient sorciers dans leur famille, pour qu'ils puissent avoir des pouvoirs dans le monde mystique et aussi avoir des gains dans le monde physique. Donc je vais alors m'arrêter là parce qu'elle a une très longue, elle a plusieurs épisodes. Je vous racontais ceci juste pour que nous comprenions que nous devons faire attention quand nous envoyons nos enfants en vacances quelque part. Et n'oublions pas, c'est pas parce que l'enfant a 4 ans, 5 ans qu'il ne doit pas apprendre à prier. Même à 2 ans déjà, commencez à apprendre l'enfant à prier. Même si vous avez l'impression qu'il ne comprend pas. Expliquez-lui bien certaines choses, je vous en prie. Qu'il apprenne à prier, même quand il entre dans sa salle de classe, tu lui dis, tu mets ton goûter sur ta table et tu pries, d'accord mon bébé, avant de le faire. S'il vous plaît, faites-le. Parce que sinon, regardez ce qui se passe dehors. Passez une bonne journée et que Dieu nous bénisse tous. Merci pour l'histoire. Voilà, c'est la fin de cette émission. J'espère que vous avez liké, commenté, partagé. Et surtout, envoyez vos histoires au numéro à l'écran. C'est le plus 237 655 81 90 17. Et on va jouer ici sur YouTube. Passez une très bonne journée. Surtout, priez avant de dormir. Ciao.